Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour discuter effectivement de ces problématiques et notamment en lien avec la problématique de l'eau et des ressources en eau. Avant de commencer, je voulais surtout remercier Récréations pour m'avoir conviée à cette journée et m'avoir permis d'être présente avec vous pour témoigner de certains effets effectivement de ce réchauffement climatique, de ces problématiques de climat, ces changements climatiques au sens large sur la ressource en eau et ainsi essayer d'en profiter pour vous parler un peu de ce que nous, chercheurs, on essaye de faire aujourd'hui, alors à notre niveau, mais en tout cas pour mieux comprendre des effets et puis essayer de trouver des solutions d'intérêt pour tous. Donc avant de commencer, j'ai fait un petit rappel sur la disponibilité de notre ressource en eau sur la planète. Aujourd'hui, on considère qu'on a 1400 millions de kilomètres cubes d'eau sur l'ensemble de la planète. Alors quand on le dit comme ça, c'est très difficile de se représenter ce que c'est ce volume, mais j'ai essayé de le traduire après en imaginant si on recouvre la France d'un mètre d'eau, combien de fois on peut recouvrir la France avec ce volume d'eau. Et en fait, on peut la recouvrir 2200 fois. Si on regarde dans l'ensemble de cette eau disponible, on voit que réellement la grosse part, et on le sait, c'est de l'eau salée. Donc ça représente plus de 97% du volume total d'eau que nous avons sur Terre, si bien que l'eau douce, qui est finalement celle que nous utilisons majoritairement, elle n'est que très faible en proportion et du coup en quantité, puisqu'elle n'est que de moins de 3% de la quantité totale. Donc ces 2,8% représentent en fait 39 millions de kilomètres cubes. Et si on le ramène toujours au nombre de mètres, enfin de surface de terre de France qui pourrait être recouverte d'un mètre d'eau, eh bien on n'est plus qu'à 62. La part qui est réellement disponible pour l'homme, c'est-à-dire hors glacier, elle est estimée à 14 millions de kilomètres cubes. Ça veut dire là que c'est 22 fois la France qui serait recouverte de 1 mètre d'eau, et tout ça pour permettre d'alimenter 7,8 milliards d'hommes sur Terre. Si maintenant on s'intéresse à la répartition en fait, de cette eau sur la planète, eh bien on voit effectivement que c'est une répartition qui est complètement inégale, une première injustice. Nous avons des zones qu'on va appeler des zones de stress hydrique, de vulnérabilité dans un premier temps, puis de stress hydrique ou carrément de pénurie. Et on voit qu'effectivement cette répartition, de façon très illégale, va conditionner une disponibilité du coup très inégale, un développement aussi, une richesse inégale, et derrière des usages qui ne seront pas non plus de la même ampleur. Donc si on s'intéresse aux usages de l'eau, aujourd'hui on estime qu'en moyenne sur des pays en développement, il faut considérer les besoins comme étant compris entre 20 à 50 litres par jour et par habitant. Si maintenant on est en France, on estime que nous, nos besoins, ils sont de 150 litres par jour et par habitant. Et puis on peut aller jusqu'à des mégapoles où on montera jusqu'à 600 litres par jour et par habitant. Donc ça veut dire que ce besoin, s'il est différent, c'est parce qu'on a effectivement des besoins dans notre quotidien différents, mais aussi peut-être des habitudes de consommation d'eau, des habitudes d'usage et de gaspillage des eaux qui sont très différents, contraints par cette disponibilité justement que nous avons dans la zone où nous vivons. Alors ces usages et ces besoins ramenés à l'habitant, ils vont être divers. Il va y avoir bien sûr tous les usages dont on a besoin nous en tant que particuliers au quotidien pour la toilette, pour la boisson. Alors elle ne représente rien du tout parce qu'on va consommer 1 à 2 litres d'eau par jour pour notre boisson, mais si on arrose notre jardin, si on prend des douches ou des bains, lorsque on va tirer la chasse d'eau. Donc en fait on a des usages d'eau au quotidien. On ouvre en France, on est un pays riche, on ouvre le robinet et l'eau s'écoule. Mais ce n'est pas le cas partout. Et donc cette différence, cette injustice, elle est liée aussi avant tout à cette disponibilité qu'on va avoir en fonction de notre zone de vie.
Donc si on regarde du coup la France, alors je suis passée, mais on était en bleu sur la France, alors en bleu clair malgré tout, mais ça veut dire qu'on considère que la France est un pays raisonnablement riche en eau. On stocke des volumes d'eau importants. On considère qu'on a l'équivalent de 2000 km3 d'eau de stockée dans nos réserves en France, et que de par la pluviométrie, le renouvellement de cette eau est aussi raisonnable, puisqu'on l'estime à 100 km3 annuels de renouvellement d'eau. En plus, on a beaucoup de cours d'eau, 630 000 km évalués de cours d'eau, alors de taille bien sûr variable, mais le volume moyen est estimé à 70 km3 d'eau dans nos cours d'eau. Donc tout ça, ça crée donc des différences au départ sur nos ressources, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien tous ces changements qui sont apparus au niveau du climat. Alors vous l'avez compris, et ça a déjà été présenté, lié à l'activité humaine, la production de gaz à effet de serre, et tous ces effets vont avoir pour conséquence des élévations de température qui sont aujourd'hui considérées, si on prend comme référence 1880, comme étant d'à peu près 1 degré Celsius. Si on ne fait rien, on considère aujourd'hui que la température moyenne peut continuer à augmenter jusqu'à au moins 5 degrés. Donc ça va avoir effectivement des conséquences sur l'eau, puisqu'on va observer des élévations du niveau de la mer et une augmentation des catastrophes naturelles avec beaucoup plus d'orages, de tornades et des régimes pluviométriques qui vont complètement évoluer dans certains pays avec des périodes de petites pluies qui disparaissent et uniquement 2 saisons de pluie marquées, mais ça veut dire des mois entiers où il n'y a plus du tout de pluviométrie. Donc bien sûr là-dessus il y a le monde entier qui a été sensibilisé et qui s'est mis en marche pour essayer d'agir. Et notamment, il y a donc le GIEC, que vous connaissez tous, qui a été créé, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour réunir les experts et réfléchir dans tous les domaines impactés par les changements climatiques et dans ceux donc liés à l'eau, quelles solutions apporter, comment mieux comprendre aussi, analyser et donc réfléchir ensemble sur les démarches à adopter au niveau mondial. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les images que vous avez là, je les ai extraites d'une vidéo sur le changement climatique et sur la ressource qui a été produite par France Nature Environnement et que je vous invite à aller voir. C'est une très bonne petite vidéo, très synthétique et qui explique bien les problématiques. Donc, si on reprend les conséquences de l'élévation de la température sur la ressource en eau, aujourd'hui, on peut considérer, dans le cas de la France, qu'en hiver, on pourra avoir une augmentation allant jusqu'à plus 4 degrés et en été jusqu'à plus 6 degrés. Cette élévation de température, elle va avoir des conséquences directes sur la ressource en eau, à la fois en termes de quantité d'eau et en termes de qualité d'eau. En termes de quantité, parce que si on prend l'été, on va avoir des phénomènes d'évaporation qui seront beaucoup plus marqués. On a déjà l'été toujours des températures plus élevées. Et donc, ok, je suis désolée, je n'ai pas ajusté mes lunettes, alors du coup... donc l'été, on a des élévations de température, des températures plus élevées, donc une augmentation qui va favoriser encore plus l'évaporation. Donc ça veut dire que ça induit des réductions de volume d'eau et ça augmente aussi la concentration des polluants dans l'eau, puisque si on réduit le volume d'eau, les apports de polluants étant à minima les mêmes, voire plus importants, eh bien on aura cet effet de concentration de la pollution avec toutes les conséquences que ça peut avoir. D'un autre côté, en hiver, on observe aussi une augmentation de la température qui se traduit parce qu'on est sur une base de température plus basse par une augmentation des pluies, et là aussi davantage de ruissellement et donc davantage de polluants drainés dans les ressources en eau, que ce soit les ressources superficielles ou les ressources profondes. Donc on va observer une accumulation de polluants dans cet environnement. Donc pour ça,
eh bien, vous en avez entendu parler aussi, la signature de la Convention cadre des Nations Unies qui date de 1992, où 197 pays ont signé et ratifié cette convention, avec un engagement à réduire les gaz à effet de serre, mais aussi avec une volonté de s'intéresser à toute cette problématique liée à l'eau, notamment à l'apport des polluants liés au lessivage des sols, à l'infiltration d'eau polluée dans les nappes, et donc au risque sur la ressource en eau, sa qualité sur le long terme et sa disponibilité. Donc pour ça, tous les ans est organisée une conférence des parties depuis 1992 qui permet de discuter tous ces points en lien donc, avec ces problématiques d'eau. Donc ça veut dire que derrière, il faut la protéger, cette ressource. La protéger, on peut agir à différents niveaux, puisque les utilisateurs de la ressource, c'est nous-mêmes, les particuliers, ce sont les collectivités, les agriculteurs, les industriels. Là aussi, en fonction des pays, eh bien, la part de l'un ou de l'autre va être complètement différente. On sait aujourd'hui qu'il y a des pays qui vivent de l'agriculture, alors que d'autres vont être beaucoup plus industrialisés, que les pratiques du particulier ou des collectivités vont être complètement différentes aussi. Et donc, il y a une prise en considération et une possibilité aussi de prendre en considération les choses qui va être très différente. Alors, d'un point de vue particulier, on va inciter bien sûr à réduire notre consommation en eau, c'est-à-dire ces 150 litres par jour et par habitant. Idéalement, il faudrait pouvoir les réduire. À utiliser aussi moins de produits, nous, à notre échelle du particulier, moins de produits dangereux pour l'environnement, en utilisant davantage de produits bio, réduire notre consommation de viande, parce qu'on sait que l'élevage est un gros consommateur d'eau. Donc, essayer d'avoir une démarche favorable à la réduction des usages de l'eau. Mais là-dessus, on sait pertinemment qu'on a des injustices territoriales, d'abord pour l'accès à la ressource en eau et ensuite par rapport aux possibilités d'usage. En termes de collectivité, là aussi, il y a des attentes qui sont de réduire toutes les fuites qu'on peut avoir dans les réseaux d'alimentation en eau entre la station d'eau potable et les habitations, mieux gérer d'une façon globale les stations d'épuration qui ont pour objet de traiter nos eaux de rejet. Mais les stations d'épuration, il n'y en a pas partout non plus. Si on prend le cas de la France, c'est quelque chose qui, d'un point de vue technicité et développement, est très implanté, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc là aussi, entre les pays riches et les pays pauvres, on a une vraie différence sur la protection des ressources en eau en termes de rejets polluants. Alors au niveau agriculture, choisir des semences adaptées à la situation locale avec des cultures qui vont utiliser moins d'eau, réduire l'usage de pesticides, rentrer dans de l'agriculture biologique. Mais là encore, on le sait que certains pays vivent de l'agriculture, leur PIB va atteindre l'agriculture va représenter jusqu'à pratiquement 50% du PIB, et que leur économie et leur développement reposent justement sur cette agriculture. Donc, aller expliquer qu'il faut modifier les pratiques agricoles et aller peut-être sur d'autres types de cultures quand on sait que c'est ce qui permet la survie ou le développement du pays, ce n'est pas toujours simple. Et puis d'un point de vue industriel, on va parler d'usines du futur, recyclage des eaux, mise en place de systèmes de rétention, de systèmes de collecte des polluants pour limiter au maximum les apports dans l'environnement. Ça aussi, on sait que ce sont des choses plus ou moins faciles à faire en fonction des pays et du type d'industrie et de la forme de l'industrialisation. Alors, autour de tout ça, il y a tout un tas de sources de pollution. Énormément de sources de pollution possibles, vous l'avez compris. Moi, je vais focaliser sur une forme d'effet des pollutions sur l'environnement, qui est la problématique de l'eutrophisation aujourd'hui de notre ressource en eau. Eutrophisation, ça veut dire modification de l'état trophique des ressources en eau, et notamment des plans d'eau, puisque ce sont des eaux stagnantes majoritairement. Donc, si on prend un système classique, on va avoir un plan d'eau qui va être dit oligotrophe, c'est-à-dire qu'au départ, ce sont des plans d'eau qui sont relativement profonds, où il y a peu de nutriments. Donc, ça veut dire que ce sont des plans d'eau dans lesquels on peut avoir une vie. Il y a de l'oxygène dissous, il y a tout ce qu'il faut pour la vie des poissons, il y a des micro-organismes qui coexistent. Le système, il est bien compatible pour tout le monde. Et donc, ça, c'est la situation du plan d'eau qui fonctionne bien.
Alors sur ce plan d'eau, on va avoir des apports, il y a des forêts, il y a des arbres, il y a de la végétation, on va avoir de l'apport organique. Dans cet apport organique, on a parlé tout à l'heure de l'enrichissement aussi par le ruissellement sur les sols, de cette matière organique qui va arriver, qui contient du carbone, mais aussi de l'azote, du phosphore. Donc tout ça, naturellement, va faire que notre système il va évoluer parce qu'on va l'enrichir en nutriments. Et là, on va se retrouver dans des systèmes dits mésotrophes, donc un peu intermédiaires. Sous l'effet du climat, sous l'effet de la chaleur, des pluies, ça se renouvelle plus ou moins. Donc tout ça, ça va continuer à évoluer et il va arriver un moment où tous ces apports qui vont s'être accumulés vont générer une saturation. Et là, on va parler d'un système qui s'est eutrophisé, d'un plan d'eau eutrophe, avec petit à petit des bactéries qui vont s'y développer, des algues. Donc on va voir les communautés évoluer. Et l'oxygène qui va se faire consommer, avec absence d'oxygène, développement d'algues, la lumière qui pénétrera moins bien. Donc tout ça va faire qu'on va se retrouver dans un système où la vie pour tous est beaucoup moins compatible. Et là, c'est des phénomènes qui apparaissent naturellement sur plusieurs millions d'années sur tous les plans d'eau. Si maintenant on est sur l'apport de polluants liés à notre activité, eh bien, on va se rendre compte qu'on est en train de développer, et ça c'est mondial aujourd'hui, une eutrophisation dite anthropique. C'est-à-dire que notre activité va favoriser l'apport de pollution et notamment de phosphore et d'azote sous différentes formes liées à l'activité agricole, liées à nos rejets des stations d'épuration. On va avoir tout un tas d'apports. Ces apports vont enrichir très rapidement et de façon conséquente la teneur en nutriments dans le plan d'eau et on va très rapidement arriver à ce qu'on appelle l'état eutrophe où on va voir des colonies bactériennes et des algues s'implanter et se développer de façon importante dans les milieux. Donc tout ça, bien sûr, favorisé par les conditions de température, les conditions de pluviométrie, de ruissellement, de sécheresse, favorisé par toute l'activité autour de ces ressources en eau et de ces réserves d'eau. Donc les causes, l'évolution climatique devient une des causes aussi à cette évolution, et les conséquences, dégradation du milieu et des blooms algaux qui vont se répéter et qui vont devenir vraiment majoritaires dans pratiquement aujourd'hui tous les plans d'eau. Donc ce bloom algal, à la rigueur, c'est sympa d'avoir des algues, c'est très naturel a priori de voir des algues se développer sous l'effet des apports en azote et en phosphore. Sauf que ce bloom algal, voilà ce que ça va donner sur long terme. Et quand on vient identifier en fait la composition de ces algues, on se rend compte qu'on retrouve des algues dites vertes et puis des algues dites bleues. Alors les unes étant l'algue verte des algues riches en chlorophylle, et là, celle-ci étant en fait des bactéries. Et là, je vous ai donné l'exemple d'une bactérie, Microcystis aeruginosa, qui est l'une de celles qu'on va couramment retrouver aujourd'hui dans les plans d'eau. Donc, si on reprend notre cycle, des apports en azote et en phosphore liés à l'ensemble des activités, tout ça va générer du bloom algal par l'enrichissement en nutriments. Aujourd'hui, ces eaux, on les utilise pourquoi? On les utilise pour alimenter la station d'eau potable, donc pour notre consommation, nous, humaine, répondre à nos 150 litres par jour et par habitant. On les utilise aussi, ces eaux, pour des usages récréatifs. On aime aller se baigner dans un plan d'eau, on aime aller faire, je ne sais pas, de la voile ou de la pêche. Mais aujourd'hui, sous l'effet de ce développement bactérien, eh bien, ces usages ne vont plus être possibles. Ces usages ne vont plus être possibles sous l'effet du développement bactérien. Et si on regarde justement ce développement bactérien, la présence justement de ces blooms, soit signalés, soit réellement enregistrés dans le monde, eh bien voilà où on en est aujourd'hui. Alors en gros, les zones en blanc, c'est pas qu'il n'y en a pas, c'est tout simplement que ça n'a pas été aujourd'hui mis en évidence, mesuré, et donc on a de la méconnaissance. Donc globalement, ce qu'on est capable de dire, c'est qu'on est en train d'avoir des systèmes qui deviennent eutrophisés sur la Terre entière, donc la qualité de l'eau qui est en train d'évoluer avec prédominance de ces espèces bactériennes et algales dans l'ensemble de nos ressources. Alors c'est quelque chose qui ne doit pas à la base affoler, parce que c'est des phénomènes naturels. Sauf qu'aujourd'hui, c'est des phénomènes qui sont accélérés
et sur lesquels je vais pouvoir vous expliquer que ça devient très problématique parce que ces fameuses cyanobactéries, elles ont une spécificité, c'est qu'elles sont capables de générer des toxines. Et que ces toxines, eh bien, lorsqu'on va consommer l'eau, on va subir des effets sur notre santé humaine liés à la présence de ces toxines dans l'eau. Donc en France, et ce n'est pas le cas partout, mais en France en tout cas, on a mis en place des dispositifs de surveillance depuis les années 70, renforcés donc par la directive 4 sur l'eau, et l'objectif c'est d'atteindre de bon état chimique de nos eaux et bon état écologique. On a 2043 stations de contrôle sur le territoire qui nous permettent de suivre cet état chimique et écologique. 48% de nos ressources en eau sont considérées en bon état chimique, 43% en bon état écologique. Mais si on regarde le phytoplancton, ces fameuses algues et bactéries, eh bien, c'est elles qui sont responsables aujourd'hui de 23% du déclassement de l'état écologique de nos ressources en eau. Donc si on en revient à ces fameuses algues, alors l'algue verte, j'en parlerai un petit peu moins parce qu'elle est moins problématique, mais l'algue bleue, donc les cyanobactéries, qui vont libérer des toxines, des microcystines, eh bien aujourd'hui on a identifié 2000 espèces de cyanobactéries qui sont donc des micro-organismes très compétitifs qui peuvent produire des toxines pour 40% d'entre elles. Alors vous allez me dire 40 sur 2000, c'est pas énorme, sauf que globalement, ce qu'on constate aujourd'hui sur les blooms algaux qu'on observe, liés à ces cyanobactéries, c'est que les toxines sont présentes dans quasiment 70%, dans les 2/3 en fait, des blooms algaux qu'on retrouve dans les plans d'eau. Donc ça veut dire dans 2/3 des cas, on sait qu'on a présence de au moins une de ces 40 espèces capables de libérer des toxines. Ces toxines, comment elles vont être libérées? Elles vont être libérées parce qu'à un moment, la cyanobactérie, elle se sent stressée. Pourquoi va-t-elle se sentir stressée et libérer ces toxines? Bien, par exemple, parce qu'à un moment, il va y avoir des variations fortes de température, des variations de son environnement, des variations de pression avec des temps plus orageux. Il va y avoir des variations des conditions environnementales, et ça, on le subit de plus en plus avec les changements climatiques, qui vont faire que, sous l'effet du stress, elle va libérer ces toxines. Si elle libère ces toxines dans un plan d'eau dit récréatif, et que vous allez vous baigner après un orage où il a fait très chaud, et donc du coup vous avez envie d'aller dans l'eau, eh bien vous allez vous retrouver sur des plans d'eau dans lesquels la baignade devient interdite. Pourquoi? Parce que dans l'eau, vous avez des toxines. Et ces toxines, elles sont dermotoxiques, donc elles vont avoir un effet direct sur la peau. A priori, quand vous vous baignez dans le plan d'eau, vous ne buvez pas l'eau. Mais ça n'empêche que par contact, il va y avoir un risque sur la santé humaine. Ensuite, ces ressources en eau, on les utilise pour l'eau potable. Et dans ces ressources-là aussi, on peut avoir de la même façon libération de toxines. Et lorsqu'on va avoir ces toxines de libérées, elles vont arriver à la station d'eau potable. Alors aujourd'hui, nous les chercheurs, on essaye de développer des outils de diagnostic, d'analyse pour analyser ces toxines. On sait qu'elles sont hépatotoxiques, qu'elles sont neurotoxiques. Elles peuvent aller se fixer au niveau du cerveau, elles peuvent aller se fixer sur le système hépatique. Donc elles ont des conséquences énormes sur la santé humaine. Donc on est obligé de les retirer de l'eau potable. Et toutes les installations n'ont pas la capacité, même dans des pays très industrialisés, où on a des compétences en termes de traitement de l'eau, tout le monde n'a pas aujourd'hui la capacité de réussir à correctement les traiter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en période d'été où il y a beaucoup de toxines, on va chercher une autre source d'alimentation et parfois vous entendez dire qu'on a été obligé d'arrêter l'alimentation en eau temporairement en attendant de trouver d'autres solutions ou d'aller chercher sur d'autres communes avoisinantes. Sur ces toxines, ce n'est que depuis 1980 qu'on a eu un premier article scientifique. Donc vous voyez, c'est excessivement récent. 1980. En 1991, ce problème a été déclaré problème d'intérêt de santé publique. Aujourd'hui, on sait que la quantification de l'ensemble de ces espèces est très complexe. Et là, je vous ai mis un graphique qui vous représente l'évolution du nombre de publications en 30 ans. On voit que c'est devenu vraiment une problématique d'intérêt pour tous et donc pour les chercheurs pour essayer de trouver les meilleures solutions pour aujourd'hui préserver nos ressources et puis demain mieux traiter notre eau. Donc nous, dans notre laboratoire, on s'intéresse à l'algue verte. Alors là, Glène gracilis et puis Microcissis aeruginosa.
on les cultive en laboratoire, on les remet dans des conditions, on va faire varier la température, on va faire des apports d'eau variables, on va simuler des conditions de ruissellement, des conditions d'apport d'eau importants, et on va suivre au cours des mois leur évolution, on va les caractériser, on va regarder les caractéristiques de l'eau avec le suivi de la croissance, et aujourd'hui on peut dire que la croissance des cyanobactéries est bien liée à l'effet température, que ça augmente à la fois avec la température et le ruissellement. Donc cet effet augmentation de température associé à un effet de ruissellement leur est favorable. Donc les variations climatiques qu'on est en train de subir sont vraiment en faveur aussi du développement de ces cyanobactéries. Et puis on s'intéresse bien sûr aussi à leur devenir dans les filières de traitement de l'eau. Donc on essaye de voir comment on peut aujourd'hui réadapter nos installations pour pouvoir traiter au mieux. Alors tout ça naturellement ça a un coût. Ça a un coût financier, ça demande aussi d'améliorer nos connaissances ou nos compétences techniques. Et là, encore une fois, ce sont les pays riches qui seront les premiers à pouvoir apporter, en tout cas développer sur leur territoire, ces nouvelles installations qui ont des coûts. Et on se retrouve encore une fois peut-être sur une injustice territoriale liée en fait à cet effet de variation climatique. Voilà, donc c'est le message que je voulais vous faire passer. Alors j'ai focalisé sur cette problématique-là, mais on sait qu'aujourd'hui, la dégradation de la qualité des ressources n'est pas que limitée au développement algal. On a toutes les problématiques des produits phytosanitaires, toute la problématique liée à l'usage des médicaments, où là, les pays industrialisés sont ceux qui, généralement, consomment le plus. Donc avec tous les apports des molécules, dans des molécules pharmaceutiques dans l'environnement. Donc on est quand même sur un système aujourd'hui où globalement l'effet climatique générant la concentration des polluants dans les eaux, on a du travail à faire. Je vous remercie pour votre attention. Alors, 150 litres par jour et par habitant, c'est le chiffre qui correspond à l'ensemble de nos usages en tant que particuliers. Après, en fonction, effectivement, il y a des besoins liés aux industriels, des besoins liés à l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est une moyenne. C'est-à-dire que si on est en milieu rural, on a des valeurs qui sont plutôt entre 80 et 100. Et si on est dans des grandes villes, des valeurs plus importantes. Mais ça intègre tout ce que la commune va utiliser comme eau, par exemple pour le lavage des routes. Donc du coup, plus on va avoir d'industrialisation et d'activité globale sur une ville, et plus ce chiffre ramené à l'habitant va augmenter. D'accord. Et ma deuxième question ? Alors effectivement, les centrales nucléaires, elles ne polluent pas l'eau, mais elles réchauffent l'eau. Donc c'est une véritable problématique. Comment réussir à avoir des systèmes qui vont réchauffer l'eau de par l'usage même qui en est fait dans la centrale nucléaire et la refroidir aussi. Et ça a un coût. On est toujours sur la même problématique, c'est qu'on peut réussir à faire. On peut trouver des techniques et des solutions. Mais après, qu'est-ce qu'on est en capacité d'accepter d'un point de vue financier et qui paye? Voilà. Donc là-dessus, oui, on sait qu'il y a des solutions. Il y a quand même des réflexions qui sont menées justement sur cette problématique de réchauffement de l'eau, mais c'est un coût. C'est toujours la difficulté, c'est qui paye, comment on paye, et aujourd'hui on peut apporter des réponses techniques. Tout à fait. Il y a une évolution de la composition. Alors aujourd'hui, le propre de la définition de l'eau potable, c'est une eau qui ne va pas nuire à la santé de celui qui la consomme, et il peut la consommer toute sa vie logiquement sans prendre de risques. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du contrôle en continu, et qu'autour de ce contrôle, eh bien, la solution parfois est de dire on arrête de prélever dans cette ressource temporairement, même si ça crée des désagréments. Peut-être que demain il faudra accepter l'idée que on ait des jours, on ait des restrictions de consommation d'eau au robinet, comme on a des restrictions. On est quand même sur un cycle, donc l'eau qui va s'évaporer, elle va retomber à un moment donné. Le problème, c'est la façon dont elle retombe. C'est-à-dire que sur quelque chose qui est bien régulé, on va avoir des apports réguliers, et ça, c'est très facile à gérer. Par contre, quand on va tomber sur
des systèmes où on va avoir des pluies torrentielles à certains moments, puis plus rien. On a d'un coup à gérer un excès d'apport d'eau, et puis d'un coup à gérer une situation où on n'a plus d'eau et on a de la sécheresse. Donc en fait, on est sur quelque chose de tellement fluctuant que ça devient complexe en termes de gestion de la ressource. Mais la ressource, elle va exister toujours, hein, elle est dans son cycle, mais elle va exister de façon très évoluée en termes de composition et de disponibilité à des moments donnés, et de répartition sur la planète, sur la disponibilité en fonction d'où on se situe sur la planète. Alors, le double réseau, c'est quelque chose qui a été réfléchi, hein. C'est excessivement coûteux. En fait, il faut savoir que quand vous recevez de l'eau au robinet, ce qui coûte cher, ce n'est pas le traitement. Ce qui coûte cher, c'est tout l'acheminement. C'est tous les tuyaux qu'il faut mettre, tous les systèmes pour véhiculer cette eau, pour véhiculer le fluide. Si demain, on dit on sépare et on fait des doubles réseaux, ça veut dire qu'il faut tout dédoubler, à la fois dans les habitations, à la fois dans le réseau urbain. Et aujourd'hui, financièrement, c'est des choses qui sont pas possible. Ça aurait un coût trop important. Par contre, on revient beaucoup, dans le temps, on n'arrosait pas son jardin autrement qu'avec de l'eau de pluie. Aujourd'hui, on y revient quand même beaucoup sur les réserves d'eau de pluie. On retrouve des pratiques qui sont plus cohérentes dans notre mode de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on est habitué, on vit avec le fait qu'on ouvre le robinet, que l'eau qui en sort, elle est potable, on peut la boire sans se poser de questions. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. On vit avec le fait que la disponibilité en eau, elle n'est pas limitée. Alors après, on a des systèmes pour réduire en mélangeant l'eau et l'air dans les douches qui vont permettre d'avoir le sentiment d'avoir beaucoup d'eau, et en réalité, c'est un mélange d'eau et d'air. On va avoir la réduction aussi dans les machines à laver de linge, à laver la vaisselle. On va avoir des solutions techniques qui vont s'offrir à nous, mais c'est un petit peu, quoi. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait qu'on puisse limiter. En fait, je crois que c'est 5 litres par jour par habitant, juste pour la cuisine et la boisson personnelle. C'est très peu.